Et si les 5 premières minutes de ta journée avaient plus d'influence sur ta vie que les 5 heures qui suivent? La plupart des gens ouvrent les yeux, et presque instantanément, leur esprit est déjà ailleurs. Ils pensent au travail, aux factures, aux messages en attente, aux problèmes d'hier ou aux inquiétudes de demain. Avant même que leurs pieds ne touchent le sol, leur système nerveux est déjà entré en mode de survie. Ils n'ont encore rien vécu, mais ils se sentent déjà fatigués. Ce réflexe paraît anodin, pourtant il façonne silencieusement toute la journée. Le cerveau humain est particulièrement réceptif dans les premières minutes après le réveil. Les pensées qui apparaissent à cet instant ne sont pas de simples pensées. Elles deviennent souvent le filtre à travers lequel tout le reste sera interprété. Une remarque neutre semblera blessante si l'esprit a commencé la journée dans la peur. Une difficulté normale paraîtra insurmontable si le premier dialogue intérieur était déjà rempli de manque et de tension. C'est précisément pour cette raison que Louise Hay accordait une importance particulière aux premiers instants du matin, dans « Vous pouvez guérir votre vie » et « Le pouvoir est en vous ». Elle rappelle que notre monde intérieur précède souvent notre manière d'habiter le monde extérieur. Avant que la réalité ne change, quelque chose change d'abord dans notre façon de la rencontrer. Mais cette idée va bien au-delà de la pensée positive. Il ne s'agit pas de nier les difficultés, ni de faire semblant que tout est parfait. Il s'agit de comprendre une réalité psychologique profonde. L'esprit cherche naturellement des preuves de ce qu'il croit déjà. Si tu te réveilles avec la conviction que cette journée sera une lutte, ton attention sélectionnera inconsciemment tout ce qui confirme cette attente. À l'inverse, si tu entres dans la journée avec une disposition intérieure plus calme et plus confiante, tu ne verras pas un autre monde. Tu verras le même monde avec un regard différent. Comme l'aurait probablement expliqué Carl Jung, ce que nous portons inconsciemment à l'intérieur influence la manière dont nous percevons la réalité. Nous ne réagissons pas uniquement aux événements. Nous réagissons aussi aux croyances silencieuses qui les interprètent. C'est pourquoi tant de personnes ont l'impression que les mêmes situations reviennent sans cesse dans leur vie. Elles changent parfois de travail, de ville ou de relation, mais retrouvent les mêmes peurs, les mêmes conflits ou les mêmes blocages. Parce que le véritable point de départ n'était jamais uniquement extérieur. Le matin est donc bien plus qu'un simple moment de transition entre le sommeil et l'activité. C'est un seuil psychologique, une frontière invisible où l'esprit est encore suffisamment ouvert pour accueillir une nouvelle orientation intérieure. Pourtant, notre époque nous pousse à faire exactement l'inverse. Le premier geste de beaucoup de personnes n'est plus de respirer, d'observer le silence ou de ressentir leur propre présence. C'est de saisir leur téléphone. En quelques secondes, elles absorbent les problèmes du monde, les réussites des autres, les urgences professionnelles, les comparaisons sociales et une avalanche d'informations qui envahissent immédiatement leur attention. Sans s'en rendre compte, elles offrent leur paix intérieure à des milliers de stimuli avant même de se l'offrir à elles-mêmes. Puis elles se demandent pourquoi elles se sentent dispersées. Impatientes ou émotionnellement, épuisées dès le début de la journée. Imagine. Maintenant une autre manière de commencer. Quelques instants de silence. Une respiration profonde. Un verre d'eau bu lentement. Une pensée choisie. Consciemment plutôt qu'imposée par l'habitude, ce ne sont pas de petits gestes insignifiants. Ce sont des signaux que tu envoies à ton cerveau, à ton corps et à ton système émotionnel. Tu leur dis que cette journée ne commencera pas dans la précipitation, mais dans la présence. Que tu ne laisseras pas les circonstances décider immédiatement de ton état intérieur. Et c'est souvent à partir de cette décision discrète que quelque chose commence à changer. Pas parce que l'univers fonctionne comme une machine magique prête à exaucer chaque désir, mais parce qu'une personne qui cultive chaque matin un état d'esprit plus stable, plus conscient et plus ouvert, agit différemment, remarque des opportunités qu'elle ignorait auparavant, construit des relations plus sereines et traverse les difficultés avec davantage de clarté. L'univers semble parfois répondre autrement, lorsque c'est d'abord notre manière d'habiter la vie qui change. Alors, avant de laisser le bruit du monde entrer dans ton esprit aujourd'hui, offre-toi quelques minutes de calme. Car il est possible que ce que tu attends depuis si longtemps ne commence pas par un événement extraordinaire, mais par le tout premier regard que tu poses sur cette nouvelle journée. Il existe une différence profonde entre commencer une journée en réagissant au monde et commencer une journée en choisissant consciemment l'état intérieur avec lequel on va le rencontrer.
Cette différence paraît presque invisible sur le moment, mais elle finit souvent par transformer toute une existence. Deux personnes peuvent vivre exactement les mêmes événements, rencontrer les mêmes difficultés, recevoir les mêmes nouvelles, et pourtant repartir avec des expériences complètement différentes. Ce qui change n'est pas uniquement ce qui leur arrive, c'est la manière dont leur esprit donne un sens à ce qu'ils traversent. Très tôt le matin, avant que les obligations reprennent leur place, l'être humain se trouve dans un état psychologique particulier. Les pensées sont encore malléables. Les habitudes mentales ne se sont pas totalement remises en marche. C'est un moment où le cerveau n'est pas encore complètement absorbé par le rythme de la journée. Pourtant, beaucoup remplissent immédiatement cet espace avec le bruit du monde. Ils ouvrent leur courriel avant même d'avoir ressenti leur propre respiration. Ils consultent les informations, les réseaux sociaux ou les messages professionnels avant d'avoir posé une seule question essentielle. Dans quel état intérieur ai-je envie de vivre cette journée? Cette question paraît simple, mais elle est rarement posée. Le monde moderne nous a appris à organiser notre emploi du temps avec précision, à planifier nos objectifs, à optimiser notre efficacité. En revanche, très peu de personnes apprennent à observer la qualité de leur paysage intérieur. Elles savent ce qu'elles doivent faire, mais beaucoup ignorent encore la manière dont elles se parlent dès le réveil. Or, ce dialogue silencieux accompagne ensuite chacune de leurs décisions. Certaines voix intérieures sont devenues si familières qu'on ne les remarque plus. Elles disent « Tu es déjà en retard. Tu n'as pas le droit de te tromper. Tu devrais être plus avancé que cela. » Les autres réussissent mieux. Ce ne sont parfois que quelques secondes de pensées automatiques, mais répétées chaque matin pendant des années, elles finissent par construire une manière d'habiter le monde. Dans « Le pouvoir est en vous », Louise Hay rappelle que les affirmations ne servent pas uniquement à produire des émotions agréables. Elles servent surtout à interrompre des habitudes mentales qui fonctionnent souvent sans que nous en ayons conscience. Beaucoup pensent que leurs pensées sont une conséquence directe de la réalité. Pourtant, en psychologie cognitive, on observe depuis longtemps que notre attention sélectionne naturellement ce qui confirme déjà nos attentes. Si une personne commence chaque journée convaincue qu'elle devra lutter pour obtenir le moindre résultat, son cerveau remarquera spontanément les obstacles avant de voir les possibilités. Cela ne signifie pas que les difficultés disparaissent lorsqu'on pense différemment. Ce serait une simplification. Mais la manière de traverser ces difficultés change profondément. Une personne qui se sent intérieurement plus stable prend souvent des décisions moins impulsives, écoute davantage, remarque des opportunités que l'anxiété aurait masquées et protège mieux son énergie. Ce n'est pas la réalité qui devient soudain parfaite. C'est la qualité de la présence qui évolue. Il suffit d'observer les premiers instants d'une journée ordinaire. Certaines personnes se lèvent déjà en courant mentalement. Leur corps est encore immobile, mais leur esprit a commencé une liste interminable de problèmes à résoudre. Elles imaginent des conversations, anticipent des conflits, prévoient des scénarios qui n'arriveront peut-être jamais. À la fin de la matinée, elles se sentent déjà épuisées sans comprendre que cette fatigue a commencé bien avant le premier effort physique. À l'inverse, il existe des personnes qui protègent presque instinctivement leurs premières minutes de la journée. Elles ne le font pas par superstition, ni parce qu'elles pensent contrôler l'univers. Elles ont simplement compris que l'attention est une ressource précieuse. Elles savent que l'endroit où elles dirigent leur esprit dès le réveil influencera leur manière de parler, d'écouter, de décider et même de réagir face à l'imprévu. Comme l'aurait probablement expliqué Carl Jung, nous ne rencontrons jamais le monde de façon totalement objective. Nous le rencontrons à travers les contenus de notre psyché. Une inquiétude ancienne colore les événements présents. Une blessure non résolue transforme parfois une remarque neutre en menace. Une confiance retrouvée, au contraire, permet d'aborder les mêmes circonstances avec davantage de discernement. Voilà pourquoi le travail intérieur ne consiste pas seulement à se sentir mieux. Il consiste à modifier progressivement la manière dont nous percevons et interprétons notre propre existence. Il est également intéressant d'observer que les personnes qui semblent attirer le plus, naturellement certaines opportunités, ne sont pas toujours celles qui travaillent le plus sans relâche. Souvent, ce sont celles qui savent préserver une forme de disponibilité intérieure. Elles ne vivent pas constamment dans la précipitation mentale. Elles laissent de la place à l'intuition, à la créativité, aux rencontres inattendues. Elles ne contrôlent pas tout, mais elles ne sont pas non plus entièrement contrôlées par leur peur. C'est peut-être cela que beaucoup appellent, symboliquement,
laisser l'univers agir. Non pas attendre passivement qu'un miracle se produise, mais cesser de remplir chaque espace intérieur avec la peur, le doute ou le besoin de tout maîtriser. Lorsqu'un esprit est saturé, il devient difficile de reconnaître les possibilités qui existent déjà autour de lui. Lorsqu'il retrouve un peu de calme, son regard s'élargit naturellement. Ainsi, le matin devient bien plus qu'un simple début de journée. Il devient un rendez-vous avec soi-même. Un moment où l'on décide si l'on laissera les anciennes habitudes écrire une nouvelle fois le scénario de la journée ou si l'on choisira d'ouvrir cet espace avec davantage de confiance, de présence et de conscience. Ce choix paraît modeste, presque invisible. Pourtant, répété jour après jour, il peut transformer silencieusement la manière dont une personne rencontre sa vie, ses relations et même les possibilités qu'elle croyait jusque-là hors de sa portée. Il y a des matins où l'on ne se réveille pas vraiment dans le présent. On ouvre les yeux, mais l'esprit, lui, retourne immédiatement dans une ancienne inquiétude. Il reprend une conversation non terminée, une peur financière, une tension relationnelle, une tâche oubliée, une comparaison douloureuse. Rien n'a encore commencé, et pourtant la journée semble déjà chargée. Ce phénomène est plus profond qu'une simple mauvaise habitude. Il révèle la manière dont le subconscient tente de protéger la personne en l'obligeant à anticiper ce qu'il considère comme dangereux. Le problème, c'est que le subconscient ne distingue pas toujours une vraie menace d'un scénario mental répété. Si chaque matin commence par la peur, le corps finit par apprendre que le matin lui-même est un signal d'alerte. Certaines personnes ressentent alors une tension dans la poitrine dès le réveil, une lourdeur dans le ventre, une impatience nerveuse, sans pouvoir l'expliquer clairement. Leur journée n'a pas encore produit de problème réel, mais leur organisme agit déjà comme s'il devait se défendre. C'est là que le rituel du matin prend une importance psychologique réelle. Non pas comme une formule magique, mais comme une rééducation du système intérieur. Commencer la journée avec une pensée choisie consciemment, une respiration plus lente, une phrase de confiance ou un moment de gratitude, c'est envoyer un signal différent au cerveau. C'est lui dire « Tu n'as pas besoin de courir immédiatement vers la peur ». Avec le temps, cette répétition crée une autre mémoire émotionnelle. Dans « Vous pouvez guérir votre vie », Louise Hay insiste sur la puissance des pensées répétées. Ce qui revient chaque jour dans l'esprit finit par devenir un climat intérieur. Et un climat intérieur répété influence la manière dont une personne aime, travaille, parle, choisit et réagit. Une personne qui se réveille chaque matin dans le manque abordera souvent les relations avec tension. Elle aura peur de ne pas recevoir assez d'attention, assez d'amour, assez de reconnaissance. Elle vivra les silences comme des risques. Elle portera dans ses échanges une inquiétude qui ne vient pas toujours de l'autre, mais de son propre monde intérieur. On le voit très clairement dans les relations humaines. Quelqu'un qui commence sa journée déjà convaincu qu'il doit prouver sa valeur devient plus sensible à tout ce qui ressemble à un rejet. Une réponse courte peut prendre une dimension énorme. Un retard peut devenir une blessure. Une remarque banale peut être interprétée comme un signe de désamour. Et ce n'est pas que cette personne est faible ou dramatique. C'est que son système émotionnel est déjà préparé à chercher une menace. Le matin, en ce sens, ne prépare pas seulement la productivité. Il prépare la manière d'aimer. Il prépare la capacité à écouter sans immédiatement se défendre, à répondre sans projeter ses anciennes blessures, à recevoir une journée sans la transformer d'avance en combat. Beaucoup de conflits quotidiens ne naissent pas uniquement de ce qui se passe. Ils naissent de l'état intérieur dans lequel les personnes entrent dans la situation. Un esprit saturé entend mal. Un cœur inquiet lit trop vite entre les lignes. Un corps stressé réagit avant que la conscience ait eu le temps de comprendre. Le monde moderne rend ce mécanisme encore plus fragile. Le premier contact de nombreuses personnes avec la journée n'est plus leur respiration, leur chambre, la lumière, leur corps ou leurs propres pensées. C'est l'écran. En quelques secondes, le cerveau absorbe les nouvelles du monde, les réussites des autres, les urgences professionnelles, les messages non répondus, les images de vie qui semblent plus belles ou plus avancées. Le subconscient n'a pas le temps de se stabiliser. Il est immédiatement projeté dans la comparaison, la pression et la réaction. Cela crée une forme de solitude intérieure très contemporaine. On est connecté à tout, mais rarement relié à soi-même. On sait ce que les autres ont publié avant même de savoir comment on se sent. On répond au monde avant d'avoir écouté son propre état. Et à force, beaucoup deviennent étrangers à leur propre matin. Ils se lèvent,
mais ne se rencontrent pas. Comme Carl Jung l'aurait probablement formulé, ce que nous ne rendons pas conscient finit par gouverner nos vies depuis l'ombre. Si une personne ne regarde jamais les pensées qui l'accueillent au réveil, elle risque de vivre toute la journée sous leur influence sans comprendre pourquoi elle se sent tendue, impatiente, jalouse, triste ou dispersée. Le matin révèle souvent les croyances les plus profondes. Je suis en retard. Je ne suis pas assez. Je dois tout contrôler. Personne ne me soutient vraiment. Ces phrases ne sont pas toujours prononcées, mais elles peuvent diriger silencieusement toute une existence. C'est pourquoi une pratique matinale n'a pas besoin d'être longue pour être puissante. Quelques minutes suffisent parfois pour changer la direction intérieure. S'asseoir avant de se précipiter. Poser une main sur sa poitrine. Respirer jusqu'à sentir que le corps n'est plus seulement une machine à produire. Dire intérieurement « Aujourd'hui, je choisis de ne pas commencer par la peur ». Ce genre de phrase ne nie pas la réalité. Il crée simplement une autre posture face à elle. Et cette posture modifie tout. Une personne qui commence sa journée dans un état de confiance sobre ne devient pas soudain invincible. Mais elle devient moins facilement manipulée par ses automatismes. Elle remarque plus vite quand elle dramatise. Elle se reprend avant de répondre durement. Elle comprend que toutes ses pensées ne sont pas des vérités. Elle peut traverser une difficulté sans laisser cette difficulté définir toute sa journée. L'idée que l'univers va te livrer ce qui t'est destiné peut être comprise de manière beaucoup plus profonde lorsqu'on la sort du langage magique. L'univers semble répondre différemment à une personne qui cesse de vivre uniquement dans la contraction. Non pas parce que les lois de la vie deviennent soudain préférentielles, mais parce qu'un être humain plus ouvert perçoit mieux, choisit mieux, reçoit mieux. Il ne bloque pas toutes les possibilités par son besoin de contrôle. Il ne repousse pas l'aide par orgueil. Il ne transforme pas chaque retard en preuve d'échec. Il devient disponible. Et la disponibilité intérieure est l'un des états les plus précieux. Elle permet à la vie d'entrer autrement. Une idée peut apparaître. Une conversation peut être entendue avec plus de profondeur. Une opportunité peut être reconnue. Une relation peut être vécue avec moins de peur. Le matin devient alors un entraînement invisible à cette disponibilité. Non pas un moment où l'on exige tout de la vie, mais un moment où l'on prépare son esprit à ne pas fermer les portes avant même qu'elles s'ouvrent. Beaucoup de personnes cherchent de grands signes, de grandes réponses, de grandes transformations. Mais parfois, la transformation commence dans un geste très simple. Ne pas offrir les premières minutes de sa conscience à la peur. C'est peut-être cela, le vrai pouvoir d'un matin. Pas contrôler la journée, mais ne pas l'abandonner aux anciens programmes dès les premières secondes. Il existe une illusion particulièrement répandue dans notre époque. Celle qui consiste à croire que le bonheur apparaîtra naturellement lorsque certaines conditions seront enfin réunies, lorsque le bon travail arrivera, lorsque la bonne personne entrera dans notre vie, lorsque les finances deviendront plus stables, lorsque le corps ressemblera enfin à l'image que l'on poursuit depuis des années. Sans s'en rendre compte, beaucoup repoussent continuellement leur droit de vivre pleinement. Ils traitent la paix intérieure comme une récompense future, jamais comme une manière de traverser le présent. Cette logique semble raisonnable. Pourtant, elle produit souvent l'effet inverse. Lorsqu'une personne apprend à conditionner son bien-être à des circonstances extérieures, elle entraîne inconsciemment son cerveau à chercher ce qui manque, plutôt que ce qui existe déjà. Même lorsqu'un objectif est atteint, un autre apparaît presque immédiatement. Le soulagement dure peu. Une nouvelle attente prend sa place. Ce phénomène est bien connu en psychologie. L'esprit humain s'adapte rapidement à ce qu'il obtient et recommence à projeter son sentiment de satisfaction dans l'avenir. Il suffit d'observer certaines personnes qui semblaient convaincues qu'une promotion professionnelle changerait complètement leur vie. Pendant des mois, parfois des années, elles investissent toute leur énergie dans cet objectif. Puis, lorsqu'elles l'obtiennent enfin, un calme de quelques jours apparaît, avant d'être remplacé par une nouvelle inquiétude. Désormais, il faut conserver cette position, faire mieux que les autres, ne pas décevoir, viser l'étape suivante. L'objectif a changé, mais le fonctionnement intérieur est resté identique. Ce n'était donc pas le poste qui créait la tension. C'était la croyance silencieuse selon laquelle la valeur personnelle dépend toujours de quelque chose qui n'est pas encore atteint. Les relations suivent parfois exactement le même mécanisme. Beaucoup pensent qu'ils seront enfin sereins lorsqu'ils rencontreront la bonne personne. Pourtant, lorsqu'ils entrent dans une relation avec un esprit déjà habité par le doute ou le manque, ces émotions trouvent rapidement un nouvel objet.
Au lieu de craindre la solitude, ils commencent à craindre de perdre la relation. Au lieu de douter de leur avenir, ils doutent désormais de l'amour qu'ils reçoivent. L'extérieur change, mais le dialogue intérieur continue de raconter la même histoire. D'accord. Aimez-vous et guérissez votre vie. Et Louise Hay rappelle que la relation la plus durable que nous entretenons est celle que nous avons avec nous-mêmes. Cette idée paraît simple jusqu'au moment où l'on observe honnêtement son propre quotidien. Beaucoup se parlent intérieurement avec une dureté qu'ils n'utiliseraient jamais envers quelqu'un qu'ils aiment. Ils excusent facilement les erreurs des autres, mais vivent leurs propres imperfections comme des preuves d'insuffisance. Ils accordent spontanément de la compassion à un ami fatigué, mais considèrent leur propre fatigue comme une faiblesse. Cette manière de se traiter ne reste jamais enfermée dans le monde intérieur. Elle finit toujours par influencer les décisions les plus ordinaires. Une personne qui doute constamment de sa légitimité hésitera davantage avant de proposer une idée. Une autre repoussera un projet important parce qu'elle attend de se sentir prête, sans remarquer que cette sensation n'arrive presque jamais d'elle-même. Une autre encore acceptera des situations qui ne lui conviennent plus, simplement parce qu'elle croit inconsciemment qu'elle ne mérite pas davantage. Le plus surprenant est que ces mécanismes sont souvent invisibles pour celui qui les vit. Ils ressemblent à du réalisme, à de la prudence ou à de la modestie. Pourtant, ils sont parfois le reflet de croyances anciennes qui n'ont jamais été réellement remises en question. Comme l'aurait probablement expliqué Carl Jung, une partie importante de notre vie est dirigée par des contenus inconscients. Tant qu'ils restent dans l'ombre, ils donnent l'impression que ce sont les circonstances qui nous limitent, alors que certaines limites viennent en réalité de la manière dont nous nous percevons. Le matin est justement l'un des rares moments où ce dialogue intérieur apparaît avec une certaine clarté. Avant que les conversations, les obligations et les distractions occupent tout l'espace, quelques pensées émergent spontanément. Elles révèlent souvent la direction profonde dans laquelle l'esprit s'oriente naturellement. Certaines personnes se réveillent avec de la curiosité, d'autres avec une inquiétude diffuse, d'autres encore avec une sensation d'urgence permanente. Observer ces premières pensées sans les juger permet parfois de découvrir des schémas qui se répètent depuis des années. Notre époque complique encore cette observation parce qu'elle valorise énormément la vitesse. Lorsqu'un inconfort apparaît, tout semble inviter à le faire disparaître immédiatement. On change d'application, de vidéo, de musique, de conversation, on remplit le moindre silence. Pourtant, un esprit qui ne s'arrête jamais finit par perdre la capacité de distinguer ce qui relève d'un besoin réel de ce qui n'est qu'une réaction automatique. Beaucoup vivent ainsi dans une agitation continue, sans remarquer que cette agitation leur évite surtout de rencontrer certaines questions plus profondes. Pourquoi ai-je autant de mal à accepter l'incertitude? Pourquoi ai-je besoin que tout soit validé rapidement? Pourquoi certaines critiques restent-elles présentes dans mon esprit pendant des jours, alors que d'autres les oublieraient en quelques minutes? Ces interrogations ne cherchent pas à produire de la culpabilité. Elles ouvrent simplement un espace de compréhension. Car lorsqu'une personne comprend enfin l'origine de certaines réactions, elle cesse progressivement de se définir uniquement par elle. C'est aussi dans ces moments de compréhension que la confiance prend un autre sens. Faire confiance à la vie ne consiste pas à croire que tout se déroulera exactement comme prévu. Il s'agit plutôt d'accepter que l'on puisse rencontrer l'imprévu sans perdre immédiatement son équilibre intérieur. Cette confiance ne naît pas d'un optimisme naïf. Elle se construit lorsque l'on découvre, expérience après expérience, que l'on est capable de traverser davantage de choses que ce que la peur laissait imaginer. Alors le matin cesse d'être simplement le début d'une nouvelle journée. Il devient un espace où l'on choisit progressivement quelle voie intérieure guidera les heures qui suivent. Celle qui répète les anciens réflexes de manque ou celle qui apprend, avec patience, à regarder la vie sans laisser les inquiétudes d'hier décider entièrement de la manière de vivre aujourd'hui. Il existe une manière très discrète de passer à côté de sa propre vie. Elle ne ressemble ni à un grand échec, ni à une décision spectaculaire. Elle ressemble plutôt à une accumulation de petits renoncements presque invisibles. On reporte une envie parce que le moment ne semble jamais idéal. On garde une idée pour plus tard. On attend d'être plus confiant, plus compétent, plus prêt. Puis les semaines deviennent des mois, et les mois deviennent des années. À la fin, beaucoup découvrent qu'ils ont passé davantage de temps à préparer leur vie qu'à la vivre réellement. Cette manière de fonctionner est souvent alimentée par une croyance silencieuse.
celle selon laquelle il existerait un état intérieur parfait à partir duquel tout deviendrait enfin facile. On imagine qu'un matin, la peur disparaîtra complètement, que les doutes s'éteindront et que la motivation sera enfin constante. Pourtant, cette journée arrive rarement. Non parce que l'être humain est incapable de changer, mais parce que la confiance ne précède pas toujours l'action. Très souvent, elle naît en marchant. Il est frappant d'observer combien de personnes attendent une certitude absolue avant d'oser faire un choix important. Elles veulent être certaines que la relation durera, que le projet réussira, que la décision sera la bonne. Comme cette certitude n'existe presque jamais, elles restent immobiles. L'immobilité leur donne l'impression d'éviter une erreur, mais elle produit parfois une autre forme de souffrance, celle de voir sa vie avancer sans véritable participation. Dans les consultations psychologiques, on retrouve souvent ce phénomène sous une autre forme. Beaucoup ne souffrent pas uniquement des décisions qu'ils ont prises. Ils souffrent aussi de celles qu'ils n'ont jamais osé prendre. Les occasions laissées passer occupent parfois davantage de place dans la mémoire que les échecs réels. L'imagination possède une particularité étrange. Elle embellit souvent ce qui n'a jamais existé. Une possibilité abandonnée peut sembler parfaite précisément parce qu'elle n'a jamais été confrontée à la réalité. Cette tendance apparaît également dans les relations humaines. Certaines personnes restent longtemps attachées non pas à une histoire réelle, mais à une version idéalisée de ce qu'elle aurait pu devenir. Elles ne regrettent pas uniquement la personne. Elles regrettent l'avenir qu'elles avaient construit dans leur esprit, les projets imaginés, les conversations espérées, la vie qu'elles pensaient partager. Ce deuil est complexe car il ne concerne pas seulement un passé disparu. Il concerne aussi un futur qui n'a jamais existé. Dans « Le pouvoir est en vous », Louise Hay rappelle que l'esprit humain possède une capacité remarquable à créer des images intérieures qui finissent par influencer profondément nos émotions. Nous ne réagissons pas seulement aux faits, nous réagissons aussi aux scénarios que nous fabriquons autour d'eux. Une même situation peut devenir une catastrophe dans l'imagination d'une personne et une simple difficulté passagère pour une autre. La différence ne réside pas toujours dans les événements eux-mêmes, mais dans la manière dont ils sont interprétés. Les réseaux sociaux amplifient considérablement ce phénomène. Aujourd'hui, il est possible de comparer son quotidien aux meilleurs moments de centaines de personnes avant même le petit déjeuner. Sans le vouloir, le cerveau construit alors une image déformée de la réalité. Il voit des réussites sans voir les doutes qui les précèdent. Il voit des couples souriants sans assister aux conversations difficiles. Il voit des carrières brillantes sans connaître les nuits d'incertitude qui les accompagnent. Pourtant, émotionnellement, ces images produisent un effet bien réel. Elles installent parfois une sensation diffuse d'être en retard sur sa propre vie. Ce sentiment de retard est devenu l'une des formes les plus silencieuses de la souffrance moderne. Beaucoup ont l'impression qu'ils devraient déjà être ailleurs, plus avancés professionnellement, plus épanouis sentimentalement, plus sereins intérieurement. Cette comparaison permanente finit par créer une pression étrange. On ne regarde plus sa vie pour comprendre ce qu'elle contient, mais pour mesurer ce qui lui manque. Comme l'aurait probablement expliqué Carl Jung, une partie importante de notre développement consiste à cesser de vivre selon des images empruntées. Tant que nous poursuivons une existence dictée par des attentes extérieures, il devient difficile de savoir ce que nous désirons réellement. Beaucoup poursuivent des objectifs qui impressionnent les autres, sans jamais se demander s'ils correspondent encore à leur propre évolution intérieure. Il arrive alors un moment particulier où une personne commence à ressentir une forme de lassitude. Non pas parce qu'elle manque de capacité, mais parce qu'elle est fatiguée de vivre dans une comparaison constante. Elle réalise qu'elle connaît mieux le parcours des autres que le sien, qu'elle célèbre plus facilement les réussites extérieures, qu'elle n'écoute ses propres besoins. Cette prise de conscience n'est pas toujours agréable. Elle oblige parfois à reconnaître que certaines ambitions venaient davantage du besoin d'être reconnues que d'un véritable élan personnel. Le matin offre justement un espace rare pour interrompre ce mouvement. Avant que les influences extérieures ne reprennent toute la place, il existe quelques instants où la conscience est encore relativement silencieuse. Dans ce silence, une question différente peut apparaître. Si je cessais de comparer ma vie à celle des autres pendant une seule journée, qu'est-ce que je remarquerais enfin chez moi? Cette interrogation déplace immédiatement le regard. Elle ne cherche plus à obtenir davantage. Elle cherche à voir plus clairement. C'est souvent ainsi que commence une transformation durable. Non pas par une décision spectaculaire, mais par un changement d'attention. Une personne découvre progressivement que son énergie psychique est limitée.
Chaque minute passée à nourrir une comparaison est une minute qui n'est plus disponible pour créer, apprendre, aimer ou simplement habiter pleinement le présent. Cette compréhension ne supprime pas instantanément les anciens réflexes, mais elle modifie lentement la direction intérieure. L'univers semble parfois offrir davantage à ceux qui cessent de courir après des images qui ne leur appartiennent pas. Non parce qu'il distribuerait des récompenses selon une règle mystérieuse, mais parce qu'une personne qui retrouve une relation plus honnête avec elle-même devient capable de reconnaître des opportunités qu'elle ignorait auparavant. Elle n'agit plus uniquement pour combler un manque ou satisfaire une attente sociale. Elle agit à partir d'un espace intérieur plus cohérent. Et cette cohérence transforme silencieusement la manière dont elle rencontre les autres, dont elle construit ses projets et dont elle accueille les possibilités qui se présentent à elle. Il existe une habitude silencieuse qui façonne profondément notre manière de vivre sans que nous en ayons toujours conscience. Nous passons beaucoup de temps à attendre le prochain moment au lieu d'habiter celui qui est déjà là. Nous attendons le week-end pendant la semaine, les vacances pendant les mois de travail, une meilleure situation financière avant de nous autoriser à respirer, une relation idéale avant de nous sentir complets. À force de repousser la sensation de vivre à plus tard, nous finissons parfois par traverser les années comme si elles n'étaient qu'une longue salle d'attente. Cette façon de fonctionner n'est pas un défaut de caractère. Elle est souvent le résultat d'un apprentissage invisible. Dès l'enfance, beaucoup entendent qu'ils seront heureux lorsqu'ils auront de bonnes notes. Puis lorsqu'ils trouveront un bon métier, lorsqu'ils gagneront davantage, lorsqu'ils construiront une famille, lorsqu'ils auront enfin suffisamment économisé. Peu à peu, le cerveau associe naturellement la paix à un objectif futur. Il devient alors difficile de ressentir de la satisfaction sans avoir le sentiment de devoir d'abord accomplir quelque chose. Pourtant, l'esprit humain possède une particularité étonnante. Il s'habitue rapidement à presque tout. Ce qui semblait extraordinaire finit souvent par devenir normal. Une maison désirée pendant des années devient simplement la maison. Une réussite professionnelle devient une nouvelle référence. Même certaines relations, autrefois vécues comme des miracles, risquent d'être considérées comme acquises lorsque l'habitude remplace la présence. Ce phénomène ne signifie pas que l'être humain est ingrat. Il montre simplement que le cerveau est conçu pour regarder naturellement vers ce qui manque encore davantage que vers ce qui est déjà présent. C'est précisément là que beaucoup commencent à perdre une forme de richesse invisible. Non pas l'argent, ni le temps, mais la capacité de ressentir pleinement ce qu'ils vivent. Ils traversent leur journée avec un esprit constamment orienté vers l'étape suivante. Pendant qu'ils prennent leur petit déjeuner, ils pensent déjà à la réunion de l'après-midi. Pendant qu'ils sont avec leurs proches, une partie de leur attention reste occupée par des courriels ou des notifications. Même lorsqu'ils rentrent enfin chez eux, leur esprit continue à résoudre des problèmes qui n'existent parfois que dans leur imagination. Le résultat est paradoxal. La technologie nous fait gagner du temps, mais beaucoup ont l'impression d'en manquer plus que jamais. Nous pouvons communiquer instantanément avec presque n'importe qui dans le monde, mais nombreux sont ceux qui se sentent profondément seuls. Nous avons accès à une quantité immense de connaissances. Pourtant, beaucoup disent avoir de plus en plus de mal à rester concentrés quelques minutes sur une seule idée. Ce ne sont pas uniquement les circonstances qui ont changé. C'est aussi notre manière d'habiter notre attention. Dans « Le pouvoir est en vous ». Aloise Hay rappelle que la qualité de notre dialogue intérieur influence profondément notre expérience quotidienne. Cette idée rejoint d'ailleurs certaines observations contemporaines en psychologie. L'attention fonctionne comme une ressource limitée. Là où elle est investie régulièrement, notre vie intérieure commence à se développer. Si elle est constamment dispersée par la peur, la comparaison ou l'urgence permanente, il devient difficile de ressentir une véritable stabilité émotionnelle. Beaucoup de personnes croient souffrir uniquement parce que leur vie est compliquée. Pourtant, deux individus confrontés à des difficultés similaires ne vivent pas nécessairement la même expérience intérieure. L'un peut rester capable de percevoir les petites joies du quotidien, tandis que l'autre ne voit plus que les problèmes à résoudre. La différence ne vient pas seulement de leur personnalité. Elle vient aussi des habitudes mentales construites pendant des années. Comme l'aurait probablement expliqué Carl Jung, nous ne regardons jamais le monde avec un esprit entièrement neuf. Nous le regardons à travers les images, les souvenirs et les croyances accumulées au fil de notre histoire. Une personne qui a longtemps vécu dans l'insécurité peut continuer à anticiper le pire même lorsque sa situation s'est objectivement améliorée. À l'inverse, quelqu'un qui a progressivement développé un sentiment de confiance intérieure ne devient pas naïf.
Il cesse simplement d'interpréter chaque incertitude comme une catastrophe imminente. Cette différence apparaît très clairement dans les relations humaines. Certaines personnes écoutent réellement, d'autres attendent surtout le moment où elles pourront répondre. Certaines arrivent dans une conversation avec le désir de comprendre. D'autres y arrivent déjà armées de leurs propres conclusions. Là encore, le matin joue un rôle discret. Une journée commencée dans la précipitation laisse souvent moins de place à la patience, à l'écoute et à la nuance. À l'inverse, quelques instants de calme peuvent modifier la manière dont une personne accueille les autres tout au long de la journée. Il est également intéressant d'observer notre rapport au silence. Beaucoup disent l'apprécier, mais cherchent inconsciemment à le remplir dès qu'il apparaît. Une musique démarre automatiquement. Une vidéo est lancée sans véritable envie. Le téléphone est consulté presque par réflexe, comme si rester quelques minutes seul avec ses propres pensées était devenu inconfortable. Pourtant, c'est souvent dans ces espaces silencieux que certaines compréhensions importantes émergent. Non parce que le silence possède un pouvoir mystérieux, mais parce qu'il permet enfin d'entendre ce que le bruit permanent recouvrait. Peut-être est-ce l'une des raisons pour lesquelles les premières minutes du matin sont si précieuses. Elles offrent un territoire encore relativement libre des sollicitations extérieures. Elles permettent d'observer l'état de son esprit avant que le monde ne commence à lui dicter son rythme. Ce moment ne demande pas d'être parfait, ni spectaculaire. Il demande seulement une présence honnête, une manière de se dire, avant de répondre aux attentes du monde, je vais d'abord rencontrer la personne avec laquelle je vais passer toute cette journée, moi-même. Cette simple décision ne transforme pas instantanément la réalité. Les responsabilités demeurent, les difficultés aussi, mais elles changent subtilement la manière dont ces réalités sont traversées. Et parfois, cette différence presque invisible suffit à modifier le cours d'une journée entière, puis d'une semaine, puis, sans que l'on s'en aperçoive immédiatement, d'une vie tout entière. Il existe une autre forme de richesse dont on parle rarement, parce qu'elle ne se voit pas immédiatement. Elle n'apparaît ni sur un compte bancaire, ni dans un curriculum vitae, ni sur les photographies publiées en ligne. Pourtant, elle influence profondément la qualité d'une existence. Cette richesse, c'est la qualité de l'espace intérieur que l'on construit jour après jour. Certaines personnes possèdent beaucoup de choses, mais vivent avec un esprit constamment encombré. Elles ont du mal à terminer une journée sans ressentir une pression diffuse, comme si quelque chose leur échappait toujours. D'autres disposent de beaucoup moins de confort matériel, mais dégagent une présence étonnamment paisible. Elles ne sont pas exemptes de difficultés, elles ne vivent pas dans une illusion permanente, mais elles semblent avoir développé une manière différente d'habiter leur propre vie. Cette différence n'est pas le fruit du hasard. Elle vient souvent de la manière dont une personne entretient son monde intérieur lorsqu'aucun regard extérieur ne l'observe. Nous passons énormément de temps à organiser notre environnement. Nous rangeons nos maisons, répondons à nos messages, planifions nos journées, entretenons nos relations professionnelles. Pourtant, il est beaucoup plus rare de consacrer le même soin à l'endroit où nous vivons en permanence, notre esprit. Or, un esprit négligé ne reste jamais vide. Si nous ne choisissons pas consciemment ce que nous y cultivons, d'autres éléments prennent naturellement la place. Les inquiétudes répétitives, les comparaisons constantes, les conversations imaginaires qui n'auront probablement jamais lieu, les scénarios catastrophiques, les regrets anciens ou les peurs futures finissent par occuper tout l'espace disponible. C'est exactement comme un jardin. Lorsque personne ne l'entretient, il ne cesse pas de pousser. Il pousse simplement dans une direction que personne n'a choisie. Le cerveau humain fonctionne souvent de manière similaire. Les pensées automatiques se développent facilement parce qu'elles suivent des chemins déjà connus. Plus une inquiétude est répétée, plus elle devient accessible. Plus une personne revient aux mêmes interprétations négatives, plus celle-ci semble naturelle. Ce phénomène n'est pas une faiblesse personnelle. Il correspond au fonctionnement normal de notre système nerveux, qui cherche constamment à économiser de l'énergie en empruntant les circuits déjà familiers. C'est pourquoi les premiers instants de la journée possèdent une valeur particulière. Ils ne changent pas seulement l'humeur du moment. Ils influencent les chemins mentaux que le cerveau empruntera ensuite avec davantage de facilité. Dans « Le pouvoir est en vous », Louise Hay insiste souvent sur le fait que les pensées répétées deviennent progressivement des convictions, puis des comportements. Cette idée rejoint aujourd'hui plusieurs observations issues de la psychologie cognitive.
Ce que l'on répète régulièrement finit par modifier notre manière spontanée d'interpréter les situations. Mais cette transformation ne ressemble presque jamais à un miracle. Elle est discrète, presque imperceptible. Une personne qui apprend à ralentir quelques minutes chaque matin ne devient pas soudainement différente du jour au lendemain. En revanche, plusieurs semaines plus tard, elle remarque parfois qu'elle réagit moins vite à certaines provocations. Une critique ne l'envahit plus pendant toute une journée. Une mauvaise nouvelle ne détruit plus systématiquement tout son équilibre. Ce ne sont pas les événements qui ont changé, c'est la relation intérieure qu'elle entretient avec eux. Il est intéressant d'observer que beaucoup de souffrances psychologiques ne viennent pas uniquement des grandes épreuves. Elles naissent souvent de l'accumulation de microtensions presque invisibles. Une comparaison de quelques secondes sur un réseau social, une remarque interprétée négativement, une inquiétude répétée avant de dormir, un téléphone consulté machinalement pendant un moment de repos. Pris séparément, ces instants paraissent insignifiants. Additionnés pendant des années, ils modifient pourtant profondément le climat intérieur. Notre époque valorise énormément l'intensité. Des émotions fortes, des résultats rapides, des transformations spectaculaires. Pourtant, la psychologie humaine évolue rarement de cette manière. Elle ressemble davantage à un fleuve qui change lentement son cours qu'à une explosion soudaine. Les habitudes silencieuses construisent souvent davantage notre personnalité que les grands événements exceptionnels. Comme l'aurait probablement formulé Carl Jung, une transformation véritable ne consiste pas uniquement à acquérir de nouvelles idées. Elle consiste à intégrer progressivement une nouvelle manière de vivre avec soi-même. Beaucoup lisent des livres, regardent des conférences ou écoutent des vidéos inspirantes. Pourtant, leurs réactions quotidiennes restent identiques, parce que leurs automatismes profonds n'ont jamais réellement été observés. Le matin offre justement cette possibilité, non, pas apprendre quelque chose de nouveau, mais remarquer ce qui était déjà là. Certaines personnes découvrent qu'elles commencent toujours leur journée avec une inquiétude financière. D'autres réalisent qu'elles pensent immédiatement au regard des autres. D'autres encore constatent que leur premier réflexe consiste à chercher une validation extérieure. Cette observation n'est pas un jugement, elle représente simplement un point de départ. Parce qu'il est impossible de transformer un fonctionnement intérieur que l'on refuse de regarder. Existe également un autre phénomène moins visible. Beaucoup vivent aujourd'hui avec une forme permanente de dispersion mentale. Ils accomplissent plusieurs tâches simultanément, répondent à des notifications pendant une conversation, consultant leur téléphone pendant un repas, pensent déjà à demain alors qu'ils n'ont pas terminé aujourd'hui. Cette fragmentation de l'attention finit par produire une étrange impression. Les journées semblent de plus en plus rapides, alors que l'on a le sentiment d'avoir vécu de moins en moins intensément. Lorsque tout devient urgent, plus rien ne reçoit une véritable présence. Les relations deviennent plus superficielles, le repos devient moins réparateur, même les réussites perdent rapidement leur saveur, parce que l'esprit est déjà ailleurs. C'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles tant de personnes disent aujourd'hui manquer de sens alors qu'elles n'ont jamais eu autant d'occupation. Le problème n'est pas toujours le manque d'activité. Il est parfois le manque de présence. Et la présence ne s'achète pas, elle se cultive. Quelques minutes chaque matin où l'on choisit consciemment de respirer avant de réagir, d'observer avant de courir, de revenir à soi avant de répondre au monde peuvent sembler insignifiantes. Pourtant, ces instants construisent lentement une qualité de conscience qui accompagne ensuite toute la journée. Peut-être que ce que beaucoup appellent « recevoir de l'univers » commence précisément ici, non pas dans l'attente d'un événement extraordinaire, mais dans cette capacité retrouvée à reconnaître ce que la précipitation empêchait de voir. Car lorsque l'esprit cesse d'être constamment absorbé par le bruit, il découvre souvent que certaines réponses étaient présentes depuis longtemps. Elles étaient simplement couvertes par le tumulte quotidien. Il arrive un moment où l'on découvre que la plus grande résistance ne vient pas toujours des circonstances extérieures. Elle vient parfois de la difficulté à accepter que certaines choses suivent un rythme différent de celui que nous avions imaginé. L'être humain entretient une relation complexe avec le temps. Il supporte souvent mieux une difficulté clairement limitée qu'une attente dont il ignore la durée. Ce n'est pas seulement l'incertitude qui fatigue, c'est l'impossibilité de savoir quand elle prendra fin. Cette réalité apparaît dans presque tous les domaines de la vie.
Quelqu'un cherche un emploi et commence à douter de sa valeur parce que les réponses tardent à arriver. Une autre personne construit un projet personnel, travaille avec sérieux pendant des mois, mais ne voit aucun résultat immédiat. Un couple traverse une période silencieuse où chacun espère un changement sans parvenir à l'exprimer clairement. Dans chacune de ces situations, le problème n'est pas uniquement ce qui se passe à l'extérieur. C'est aussi le dialogue intérieur qui accompagne l'attente. L'esprit possède une tendance naturelle à remplir les espaces vides avec ses propres interprétations. Lorsqu'une réponse tarde, il imagine un rejet. Lorsqu'un projet avance lentement, il parle d'échec. Lorsqu'une personne devient plus silencieuse, il construit parfois toute une histoire autour de cette distance. Pourtant, la réalité est souvent beaucoup plus nuancée que les récits que nous fabriquons. Ce mécanisme explique pourquoi deux personnes confrontées au même délai ne vivent pas la même expérience émotionnelle. L'une considère cette période comme un temps de préparation. L'autre y voit la preuve que rien ne fonctionne jamais pour elle. Les événements sont identiques, mais la narration intérieure change complètement leur impact psychologique. Dans « Le pouvoir est en vous », Louise Hay insiste sur une idée subtile. La confiance ne consiste pas uniquement à croire que les choses iront bien. Elle consiste aussi à cesser de considérer chaque délai comme une menace contre sa propre valeur. Beaucoup associent inconsciemment la rapidité des résultats à leur mérite personnel. Si quelque chose tarde, ils pensent immédiatement qu'ils ne sont pas assez compétents, assez aimés ou assez chanceux. Pourtant, la vie ne suit presque jamais un calendrier parfaitement prévisible. Certaines rencontres arrivent beaucoup plus tard que prévu. Certaines compréhensions demandent des années. Certaines blessures ne disparaissent pas parce qu'on a décidé qu'il était temps qu'elles disparaissent. Accepter cette réalité n'est pas une résignation. C'est une manière plus mature d'entrer en relation avec le temps. Notre époque rend cette acceptation particulièrement difficile. Nous sommes habitués aux réponses instantanées, aux livraisons rapides, aux informations disponibles en quelques secondes. Sans nous en apercevoir, nous commençons parfois à attendre le même fonctionnement de notre développement intérieur. Nous voudrions comprendre immédiatement nos émotions, reconstruire notre confiance en quelques semaines, transformer notre vie aussi vite que l'on met à jour une application. Mais l'être humain ne fonctionne pas selon cette logique. Les transformations les plus profondes sont souvent presque invisibles lorsqu'elles sont en train de se produire. Comme un arbre qui développe ses racines longtemps avant que sa croissance ne devienne visible, certaines évolutions psychologiques commencent bien avant que leurs effets apparaissent clairement dans notre vie quotidienne. Comme l'aurait probablement observé Carl Jung, une partie essentielle de la maturation consiste à apprendre à supporter les périodes où rien ne semble encore évident. Beaucoup abandonnent juste avant qu'une compréhension importante puisse émerger, simplement parce que le silence leur paraît vide. Pourtant, ce silence prépare parfois une réorganisation intérieure que l'agitation permanente empêche de voir. Les relations humaines illustrent parfaitement ce phénomène. Les conversations les plus importantes ne sont pas toujours celles où l'on parle beaucoup. Il arrive que deux personnes traversent une période où chacune apprend silencieusement quelque chose sur elle-même. À l'inverse, certains échanges incessants ne produisent aucune véritable proximité parce que personne n'écoute réellement. La profondeur ne dépend pas uniquement de la quantité de mots, mais de la qualité de présence qu'ils contiennent. Cette idée vaut également pour la relation que nous entretenons avec nous-mêmes. Beaucoup cherchent constamment de nouvelles méthodes, de nouveaux livres, de nouvelles vidéos, pensant que la prochaine découverte résoudra enfin leurs difficultés. Bien sûr, apprendre est précieux. Mais il existe un risque discret. Accumuler des connaissances sans jamais leur laisser le temps de transformer réellement notre manière de vivre. Comprendre. Une idée n'est pas encore l'intégrer. On peut lire pendant des années sur la sérénité tout en restant incapable de s'accorder quelques minutes de calme. On peut connaître parfaitement les mécanismes du stress tout en continuant à nourrir quotidiennement les mêmes habitudes qui l'alimentent. La véritable transformation demande souvent moins d'informations et davantage de continuité. C'est précisément pour cette raison que le matin possède une force particulière. Il représente un rendez-vous régulier avec soi-même. Une répétition discrète qui, avec le temps, façonne progressivement une nouvelle manière d'habiter son esprit. Il ne s'agit pas d'accomplir un rituel parfait, mais de créer une fidélité envers son propre équilibre intérieur. Cette fidélité produit des effets que l'on remarque rarement immédiatement. Un jour, on réalise que l'on réagit moins vivement à une critique.
Une autre fois, on remarque que l'on traverse une difficulté avec davantage de recul. Puis vient un moment où l'on comprend que certaines inquiétudes anciennes n'occupent plus autant d'espace, qu'autrefois, aucun événement spectaculaire n'a marqué ce changement. Il s'est construit lentement, presque silencieusement. Peut-être est-ce ainsi que la vie agit le plus souvent. Non par des bouleversements permanents, mais par une succession de transformations discrètes qui deviennent visibles uniquement lorsque l'on regarde le chemin parcouru. C'est pourquoi les matins les plus simples peuvent parfois contenir davantage de puissance que les grandes résolutions prises sous le coup de l'émotion. Ils nous rappellent qu'une existence se construit rarement dans les instants exceptionnels. Elle se construit surtout dans les gestes répétés avec conscience, dans les pensées que l'on choisit de nourrir et dans cette confiance patiente qui accepte de laisser la vie mûrir à son propre rythme, sans renoncer pour autant à avancer chaque jour avec un cœur plus disponible et un esprit plus libre. Au fil des années, beaucoup de personnes finissent par croire que les plus grands changements de leur existence viendront forcément de circonstances exceptionnelles. Elles attendent une rencontre décisive, une opportunité inattendue, un événement capable de transformer soudainement leur trajectoire. Pourtant, lorsqu'on observe attentivement les parcours humains, on découvre souvent une réalité beaucoup plus discrète. Les vies changent rarement en une journée. Elles changent parce que certaines habitudes intérieures deviennent progressivement plus fortes que les anciens réflexes. L'un des changements les plus profonds concerne notre manière d'interpréter ce qui nous arrive. Deux personnes peuvent perdre une occasion importante. La première y voit la confirmation qu'elle n'y arrivera jamais. La seconde ressent la même déception, mais finit par considérer cet événement comme une étape parmi d'autres. La différence ne réside pas dans l'absence de douleur. Elle réside dans la manière dont cette douleur est intégrée à l'histoire que chacun raconte sur sa propre vie. Nous avons tous tendance à construire des récits. Ce besoin est profondément humain. Lorsque quelque chose nous arrive, nous ne retenons pas uniquement les faits. Nous leur donnons immédiatement une signification. Une difficulté devient parfois la preuve que le monde est contre nous. Un échec devient une identité plutôt qu'une expérience. Une erreur finit par définir toute une personne. Pourtant, ces récits ne sont pas immuables. Ils peuvent évoluer lorsque nous acceptons de regarder notre histoire avec davantage de nuances. C'est précisément là qu'apparaît une forme de liberté intérieure. Non pas la liberté de contrôler les événements, mais celle de ne plus laisser chaque événement décider seul de notre valeur. Cette distinction paraît subtile, mais elle transforme profondément la manière de vivre. Une personne qui ne confond plus ses résultats avec son identité ose davantage apprendre, recommencer, essayer autrement. Elle cesse progressivement de considérer chaque obstacle comme un verdict définitif. Dans « Transformer votre vie », Louise Hay revient souvent sur l'idée que les pensées répétées deviennent des habitudes émotionnelles. Mais cette transformation ne consiste pas à remplacer chaque pensée difficile par une phrase positive. Elle consiste surtout à développer une relation plus consciente avec son propre esprit. Observer une pensée sans immédiatement la croire. Reconnaître une peur sans lui laisser diriger toutes ses décisions. Accueillir une émotion sans la transformer en identité permanente. Cette manière de vivre demande de la patience, car l'esprit humain préfère souvent ce qui lui est familier, même lorsque ce fonctionnement le fait souffrir. Beaucoup restent longtemps attachés à des habitudes mentales simplement parce qu'elles sont connues. Ils reviennent sans cesse aux mêmes inquiétudes, aux mêmes interprétations, aux mêmes scénarios intérieurs. Le cerveau y trouve une étrange sécurité, celle de reconnaître un chemin déjà emprunté. Comme l'aurait probablement expliqué Carl Jung, grandir intérieurement signifie souvent accepter de quitter ce territoire familier. Cela implique d'oser vivre autrement que selon les anciennes blessures. Ce passage n'est pas confortable. Il demande parfois de renoncer à certaines certitudes, même lorsqu'elles étaient douloureuses. Pourtant, c'est précisément dans cet espace d'incertitude que de nouvelles possibilités apparaissent. Il est également utile d'observer la manière dont nous parlons de l'avenir. Beaucoup utilisent des phrases qui semblent anodines. « Je suis toujours malchanceux. »« Rien ne change jamais pour moi. »« Les bonnes choses arrivent aux autres. » Répétées pendant des années, ces affirmations finissent par devenir un cadre à travers lequel chaque expérience est interprétée. L'esprit commence alors à sélectionner inconsciemment les événements qui confirment cette vision, tandis qu'il accorde moins d'importance à tout ce qui pourrait la contredire. À l'inverse, une confiance authentique ne consiste pas à nier les difficultés. Elle consiste à laisser une place à l'idée que la réalité peut être plus vaste que nos anciennes conclusions. Une personne qui adopte cette posture ne devient pas naïve.
Elle devient plus disponible. Elle remarque plus facilement les occasions de progresser, les rencontres sincères, les solutions imparfaites mais réelles. Son regard cesse progressivement d'être prisonnier d'un seul scénario. Cette disponibilité influence également les relations humaines. Les personnes qui cultivent un espace intérieur plus calme écoutent souvent avec davantage d'attention. Elles ressentent moins le besoin de convaincre, de prouver ou de contrôler. Elles découvrent qu'une conversation véritable ne dépend pas uniquement des mots échangés, mais de la qualité de présence que chacun apporte. Dans un monde où beaucoup répondent avant même d'avoir réellement entendu, cette qualité devient précieuse. Le matin représente un moment privilégié pour retrouver cette présence. Avant que les attentes des autres, les obligations et le rythme de la journée ne prennent toute la place, quelques instants suffisent parfois pour revenir à une intention essentielle, vivre cette journée sans abandonner immédiatement son équilibre intérieur. Il ne s'agit pas de rechercher une perfection inaccessible, mais de choisir consciemment la manière dont on souhaite rencontrer ce qui viendra. Peut-être est-ce finalement cela que signifie recevoir ce que l'univers a à offrir. Non pas attendre que la vie change sans participation de notre part, mais devenir intérieurement capable d'accueillir ce qui était déjà en train d'émerger. Les occasions existent souvent avant que nous soyons prêts à les reconnaître. Les rencontres importantes passent parfois près de nous, alors que notre attention est entièrement absorbée par la peur ou la précipitation. En retrouvant un esprit plus ouvert, plus patient et plus présent, nous découvrons souvent que certaines portes n'étaient pas fermées. Nous étions simplement passés devant elles sans les voir. Ainsi, chaque matin devient une invitation discrète, non pas à contrôler l'avenir, mais à préparer le regard avec lequel nous allons le rencontrer. Et lorsque ce regard évolue, la vie ne devient pas forcément plus simple. Elle devient souvent plus profonde, plus cohérente et plus riche de possibilités que nous n'avions jamais réellement remarquées auparavant. Avant de quitter cette vidéo, prends quelques instants pour réfléchir à une idée simple. Peut-être que la journée qui t'attend ne sera pas parfaite. Peut-être que certaines questions resteront sans réponse, que certains projets demanderont encore du temps et que certaines situations continueront de t'échapper. Pourtant, cela ne signifie pas que cette journée ne peut pas déjà contenir quelque chose de précieux. Nous passons souvent notre vie à attendre un moment idéal pour nous sentir enfin en paix. Mais la sérénité n'apparaît pas toujours lorsque tout est résolu. Elle naît souvent lorsque nous cessons de remettre notre équilibre intérieur entre les mains des circonstances. C'est une manière différente d'entrer dans la vie, non pas en exigeant qu'elle soit parfaite, mais en choisissant de ne plus laisser chaque imprévu décider de notre état intérieur. Dans « Vous pouvez guérir votre vie », Louise Hay rappelle que la relation la plus importante que nous construisons est celle que nous entretenons avec nous-mêmes. Chaque pensée répétée, chaque parole intérieure, chaque geste de bienveillance envers soi participe lentement à transformer cette relation. Ce changement est rarement spectaculaire, mais il est souvent durable. Comme l'aurait probablement exprimé Carl Jung, une grande partie de notre liberté commence lorsque nous devenons conscients de ce qui nous dirige intérieurement. À partir de ce moment, nous ne sommes plus condamnés à répéter automatiquement les mêmes peurs, les mêmes interprétations ou les mêmes habitudes. Nous retrouvons progressivement la possibilité de choisir une autre manière de vivre. Alors, demain matin, avant de regarder ton téléphone, avant de répondre aux attentes du monde, offre-toi quelques instants de silence. Respire profondément. Observe tes premières pensées sans les juger. Puis rappelle-toi que tu n'as pas besoin de tout contrôler pour avancer avec confiance. Tu peux accueillir cette nouvelle journée avec un esprit plus calme, un cœur plus ouvert et une présence plus consciente. Il est possible que ce ne soit pas l'univers qui ait changé. Il est possible que ce soit simplement ton regard. Et parfois, c'est exactement ce changement de regard qui permet enfin de reconnaître les possibilités, les rencontres et les opportunités qui étaient déjà présentes depuis longtemps. Si cette vidéo t'a apporté de la sérénité ou une nouvelle manière de réfléchir à tes matinées, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Tu y trouveras d'autres réflexions profondes sur la psychologie, le développement intérieur, la confiance en la vie et les enseignements inspirés de Louise Hay, présentés dans une approche naturelle, humaine et tournée vers la transformation personnelle. Prends soin de toi. Et laisse chaque nouveau matin devenir non pas une course contre le temps, mais une rencontre avec la meilleure version de toi-même.